Bonjour à tous. J'attendais pas ce que le son soit donc vaste sujet sur lequel nous allons discuter maintenant autour de cette table ronde, construire ensemble l'agriculture de demain. Et quelle agriculture pour quelle société? Et donc je vais vous présenter très brièvement nos 4 interlocuteurs. Avant de démarrer, donc je m'appelle Clotilde Bateau, je suis directrice d'une organisation de solidarité internationale qui s'appelle SOL et qui appuie des petits paysans depuis plus de 36 ans en Inde, au Sénégal et en France depuis 2 ans. Et on a souhaité proposer cette table ronde afin de montrer à travers la diversité de ces acteurs présents la diversité justement du paysage paysan en France et leur souhait de contribuer ensemble dans un contexte qui peut paraître un petit peu compliqué à venir, puisqu'on risque potentiellement de perdre d'ici 2020 45% de nos paysans, une grande majorité qui va partir à la retraite. Et donc on a souhaité justement vous parler aujourd'hui de la transmission et de l'installation paysanne et des enjeux qui existent autour de ces deux thèmes. Et donc nous allons avoir Paul Reder, qui est vigneron et éleveur bio dans l'Hérault, qui est également administrateur de la FADEAR, le réseau de l'agriculture paysanne. Michel Mampoul, qui est administrateur de Terre de Liens National et de Terre de Liens Île-de-France. Perrine André-Brier, qui est agricultrice bio à la ferme du Bec-et-Loing sur les principes de la permaculture, et Philippe Desbrosses, qui est agriculteur bio sur la ferme de Sainte-Marthe-Sologne et qui est par ailleurs président d'Intelligence Verte. Voilà, donc je vais laisser la parole à Paul qui va nous présenter son réseau. La FADEAR est également un réseau d'acteurs paysans qui s'appelle le réseau Impact et qui va ensuite nous parler de transmission. Bonjour, merci de nous accueillir ici. Voilà. La FADEAR, c'est un réseau d'associations. Donc c'est Fédération d'associations pour le développement de l'emploi agricole et rural. Donc c'est un réseau d'associations donc national, mais qui travaille plutôt donc à chaque fois à l'échelle départementale. À l'origine créé par la Confédération paysanne pour défendre l'agriculture paysanne. Donc on accueille maintenant des porteurs de projets qui ont ce désir de s'installer suivant les principes de l'agriculture paysanne. Donc chaque fois l'association est portée par des paysans, donc le conseil d'administration c'est des paysans et donc il y a des animateurs qui sont là et donc qui accueillent les porteurs de projets. Ça représente à peu près 4000 porteurs de projets sur la France, 67 associations sur le territoire. On n'est pas partout, mais presque, je vous expliquerai pourquoi après. Le but, c'est vraiment d'accueillir les porteurs de projets et de les mettre, de les synchroniser en fait avec l'agriculture paysanne, qu'ils aient un projet qui soit réalisable au bout du compte et qui puisse leur permettre de réaliser leurs ambitions. Donc il y a différentes étapes. Nous on s'axe plutôt sur l'installation progressive. Donc c'est pas une installation qui va se faire en un an. C'est pas je vais chez le banquier puis j'ai les clés du tracteur et puis ça démarre. C'est une installation très progressive qui va permettre aux porteurs de projet de jauger son projet vis-à-vis voilà, au sein de ses clients parfois, de ses compères paysans. On développe beaucoup de différentes formes de tutorat, de mise en relation avec des paysans qui ont des fermes qui marchent, soit sur les mêmes productions, soit sur les mêmes territoires. C'est très important qu'un porteur de projet ait accès à ce réseau de paysans très rapidement pour faire jouer tous les aspects de la solidarité, que ce soit
sur les productions, sur les aléas différents des fermes et sur la commercialisation. Donc on essaie de vraiment voilà, disons, opérer, enfin, animer la transmission entre les paysans et les nouveaux installés. 90% des porteurs de projets qu'on accueille ne sont pas issus du milieu agricole, et c'est d'autant plus important pour nous de mobiliser les paysans comme accompagnateurs. Beaucoup de paysans d'ailleurs qui sont administrateurs dans ces structures n'étaient même pas eux issus du milieu agricole. Donc on arrive à avoir de très bonnes synergies et on essaie d'accompagner franchement tous les obstacles qui se présentent à un porteur de projet en agriculture. Et ça fait peine d'être français quand on voit la tonne d'obstacles qui existent. Voilà. Et c'est donc il y a beaucoup d'aspects. Un des premiers aspects qui sera évoqué, ce sera l'accès au foncier, l'accès aux compétences. On développe beaucoup de formations. Il y a à la fois des formations à la demande et des formations qui font partie d'un espèce de corpus qu'on estime nécessaire pour rendre l'exploitation viable et autonome. Voilà, viable et autonome, c'est ces deux aspects qui définissent l'agriculture paysanne. Autonome ne veut pas dire autarcique, je précise. Voilà. Donc, si vous avez des velléités de porter des projets en agriculture, je vous invite à consulter le site jem'installepaysan.org, voilà, qui est vraiment une bonne source pour avoir les premières informations. La FADEA, en fait, elle n'existe pas sur tous les départements et surtout, elle a vraiment développé ses compétences sur l'accompagnement à l'installation, mais ça ne suffit pas. Et très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait à la fois des complémentarités territoriales, parce qu'on n'était pas partout, mais des complémentarités de compétences. L'agriculture, c'est un vaste champ de compétences, et donc a été créé Impact, qui est un espèce d'inter-réseau national qui se décline plus ou moins localement, mais qui au moins au niveau national nous permet de coopérer et de défendre notre vision de l'agriculture. Donc extrêmement participatif, comme vous aurez pu comprendre, à l'échelon national. Donc il y a une dizaine d'associations principalement. J'ai ma petite liste, je vais la lire parce que j'ai toujours peur d'en oublier. Je vais vous les présenter rapidement. Donc il y a, dans l'ordre alphabétique, Accueil Paysan qui développe l'accueil à la ferme, donc qui aide les paysans à mettre en place des projets d'accueil sur leur ferme. Il y a Atelier Paysan qui vise à développer l'autonomie technique des paysans. Le réseau Sivam, qui est un des membres fondateurs d'Impact et qui, lui, va mettre en réseau des paysans sur les problématiques techniques. La plus importante du moment, c'est la transition de l'agroécologie, par exemple. Mais il y en a une multitude. Et sur beaucoup d'aspects différents. C'est issu des mouvements d'éducation populaire. L'Interafog qui développe l'autonomie des paysans vers la prise en main de leur gestion économique et la gestion économique de leur exploitation. Donc c'est vraiment un outil de gestion de comptabilité, c'est pour une prise en main accompagnée, en petits groupes. Ça se développe beaucoup. Miramap, donc c'est le mouvement des AMAP. MRJC, mouvement mouvement rural de jeunesse chrétienne. Nature et Progrès, un des pionniers du bio. Solidarité Paysans, ça c'est une association de paysans qui viennent en aide aux paysans en difficulté, quelle qu'elle soit. Voilà, donc c'est vraiment c'est disons à l'autre bout de la chaîne par rapport aux ADA.
Et ça permet d'accompagner aussi donc, des paysans vers des transitions qui paraissent plus opportunes pour eux, qui permettent de sauver leur ferme bien souvent. Et en fait, Terre des Liens, ici présent, donc, qui permet de faciliter l'accès au foncier des porteurs de projets. Et donc, je passe la parole à mon voisin. Alors justement, avant de passer la parole à Michel, est-ce que tu pourrais nous dire, Paul, donc tu disais qu'il y avait 90% des personnes qui se présentaient à la FADEA qui étaient issues du milieu agricole. Parmi ces 90%, j'imagine qu'ils ne s'installent pas tous. Quels enjeux et difficultés principales ils rencontrent quand ils viennent vous voir? Alors les enjeux, c'est toujours à moduler suivant les territoires. C'est pour ça que c'est très pertinent que chaque ADR fonctionne à l'échelle départementale et pas suivant un schéma national. Et aussi, en fait, qu'elle soit portée par des paysans donc locaux, par définition. Voilà, donc il y a des enjeux, c'est parfois les porteurs de projets qui ont des productions qui sont un peu, disons, qui vont vers la diversification de l'agriculture. Par exemple, nous, on accueille énormément de maraîchers dans l'Hérault, alors qu'on a une région essentiellement viticole. Voilà, et donc, aider un maraîcher à acquérir des vignes qu'il va arracher pour mettre des tunnels à la place, lui aider à avoir un permis pour qu'il monte son tunnel, simplement, voilà, pour que la vigne se transforme en tunnel, partiellement. Voilà, c'est à chaque fois on est sur des problématiques différentes. La problématique du foncier, c'est une problématique énorme, mon voisin en parlera. Voilà, et avoir un permis de construire, il y a des spécificités aussi. On accueille de plus en plus de jeunes qui veulent porter des projets en collectif, ce qui est très pertinent. Non seulement parce qu'ils mettent leur capital en commun, ils peuvent acquérir une ferme un peu plus grande, et ils vont être capables de développer de l'agriculture paysanne sur une entité qui n'aurait pas pu le faire sans un collectif, en fait, avec un seul ou deux exploitants. Qui est vraiment voué, ça représentait un tel capital que c'est vraiment voué à rester en agriculture conventionnelle. Très, très difficile à opérer en transition vers l'agroécologie. Donc voilà, les problématiques sont très variées, on essaie de s'adapter à chaque fois. Et pour ce public-là, j'imagine que l'enjeu majeur reste quand même la formation. Vos 3 personnes de la table ronde proposent des formations. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de formation, même si je sais que elles sont très très diverses, d'une formation, peut-être une formation longue que vous proposez? Les formations un peu plus longues qu'on a, c'est l'accompagnement paysan, par exemple. Et donc c'est des porteurs de projets qui parfois manquent un peu de pratique, de confiance. On va les inviter non seulement à se former, mais aussi à développer une espèce de tutorat avec 1 ou 2 paysans qui sont dans leur filière. Ça, c'est les formations les plus longues. On commence toujours en général le parcours d'installation par ce qu'on appelle l'idéo-projet, c'est-à-dire c'est une formation qui permet aux porteurs de projet d'aller au fond de la définition de son projet. Et donc on essaie disons de révéler les difficultés qui peuvent apparaître, etc. Et les points forts, les points faibles. Et donc c'est la base. Et ensuite après, le cheminement se fait petit à petit avec un accompagnement et parfois il y a des surprises. Et voilà, on essaie de faire en sorte qu'elles soient bonnes. Merci. Michel, donc Paul tout à l'heure disait que justement l'accès au foncier c'était une des difficultés, voire peut-être même une des plus grandes difficultés pour l'installation. Pour citer quelques chiffres, on a 200 fermes qui disparaissent par jour, des enjeux de transmission qui sont très importants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus donc, sur le travail de Terre de Liens et un petit peu comme Paul, nous dresser un petit peu un tableau des enjeux que Terre de Liens a identifiés pour l'installation? Oui.
moi je suis ni agriculteur ni agronome, je suis simplement un citoyen engagé depuis pas mal de temps sur les questions agricoles et alimentaires. Terre de Liens, c'est un mouvement qui a été créé il y a un peu plus de 10 ans, plus spécifiquement sur la question effectivement du foncier agricole. Après, qui intègre aussi tous les enjeux de l'évolution de l'agriculture, l'évolution des circuits de distribution, des enjeux écologiques autour de l'agriculture, ou même je rajoute moi des enjeux énergétiques. Mais l'idée des créateurs de Terre de Liens, c'était de dire on aura, à l'époque, on va avoir un vrai enjeu foncier. Alors, les enjeux fonciers, ils sont dans le fond, le premier c'est de préserver autant que possible les terres agricoles, alors qu'on sait que, même si on consomme une quantité de terres agricoles encore importante en France pour toutes les urbanisations. Alors en Ile-de-France aussi, ici on cite souvent quelques projets emblématiques, mais la majorité de la consommation des terres agricoles sont encore légalement pavillonnaires en France, donc, et il est un peu partout sur la France, et il a une vitesse qui ne se ralentit pas. Dans les dernières années, ça s'était un peu ralenti, mais c'était surtout la crise économique plus qu'autre chose. Donc aujourd'hui, on est encore un niveau élevé de consommation de terres agricoles, alors qu'une loi de je ne sais plus quand avait dit qu'il fallait diviser par deux. Donc les lois ont été votées et n'ont rien changé. Et puis le deuxième point, c'est comment faire en sorte que notamment tous les agriculteurs, enfin, tous ceux qui ont un projet agricole et qui ne sont pas issus du milieu agricole, puissent s'installer avec un foncier dont la transmission est d'une part de plus en plus rare, j'y reviendrai, mais aussi dont les prix augmentent de plus en plus, même si le foncier agricole en France, c'est pas le plus cher d'Europe. Alors, on a quand même des outils qui continuent à fonctionner. Donc voilà, Terre de Liens, l'idée c'était ça, c'est-à-dire faisons en sorte, si les citoyens considèrent qu'il y a un vrai enjeu d'installation et de diversification de l'agriculture, de leur permettre d'intervenir en se mobilisant, pas simplement en faisant des réunions, en participant à des réunions, mais d'une manière concrète. Et donc, Terre de Liens a créé, il y a un peu plus de 10 ans, une société foncière, qui est une société labellisée économie sociale et solidaire, c'est-à-dire chacun d'entre vous peut acheter des actions de Terre de Liens en désignant la ferme ou la région sur laquelle il souhaite que le prix de l'action soit investi. Alors, quand je dis économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas de distribution de dividendes et puis le cours de l'action augmente plutôt moins vite que l'inflation, donc c'est pas un investissement spéculatif, mais c'est quelque chose qui peut permettre qui nous permet nous d'acheter des fermes. Et puis il y a un deuxième outil qui a été créé, une deuxième structure qui a été créée il y a 3-4 ans, qui est une fondation reconnue d'utilité publique, donc qui est la première et pour l'instant la seule fondation à ma connaissance en France dont l'objet unique soit d'acheter des terres agricoles pour installer des agriculteurs. Et une fois que la terre a été achetée, le bien est inaliénable, c'est-à-dire que la fondation ne peut pas la revendre. Et donc, et là, c'est plus des dons de particuliers, mais c'est aussi des contributions en nature ou financières. En nature, ça peut être des agriculteurs qui sont propriétaires, qui arrivent à l'âge de la retraite, qui n'ont pas de repreneur et qui n'ont pas envie que les voisins rachètent la ferme ou la coupent en morceaux, qui donc sont dans des démarches de dons de l'exploitation agricole, notamment à Terre de Liens. Et puis le fait d'avoir une fondation permet aussi d'avoir des financements publics. Et donc, à une époque, la région d'Île-de-France avait aidé à une acquisition de Terre de Liens, mais par exemple, l'agence de l'eau Seine-Normandie, sur les zones à enjeu haut, finance des acquisitions de Terre de Liens. Donc, Terre de Liens achète du foncier agricole, et donc dans les 12 dernières années, on a acheté à peu près un peu plus de 3000 hectares et installé de l'ordre de 200 paysans. Alors, voilà, 200 par rapport au nombre qui disparaissent, ça peut paraître modeste, mais en fait, on n'a pas non plus vocation à acheter toute la surface agricole française. Donc, c'est simplement faire la démonstration qu'une autre agriculture est possible en libérant d'une part ceux qui souhaitent s'installer du coût de l'achat du foncier, qui se rajoute au coût de l'achat de toute matériel qui est nécessaire pour l'exploitation et de rachat en plus d'une exploitation existante avec les frais divers. Et donc voilà, l'objectif c'est de dire qu'on peut faire autrement. Un autre objectif à plus long terme, c'est de dire qu'il est probablement intelligent de sortir la question du foncier agricole de la spéculation et uniquement de la propriété privée.
c'est un truc qui passe encore très mal dans le monde agricole, sauf depuis quelque temps, parce que j'ai presque envie de dire merci aux Chinois. Il y a un groupe chinois qui a racheté un peu plus de 1000 hectares en France. Et donc, du coup, ce débat est dans le débat public. Comment faire pour protéger nos terres agricoles d'entreprises qui les achètent? Alors que déjà, en fait, la financiarisation de terres agricoles était déjà largement entamée et qu'il y a déjà une grande partie de la surface agricole française qui est le fait de la propriété de sociétés foncières. Bon, Terre de Liens est une société foncière, mais il y a une vocation de l'économie sociale et solidaire et pas spéculative. Donc de toute façon, le sujet était, tout le monde savait, enfin, les gens du milieu savaient que c'était sur la table, mais il n'était pas dans le débat public. Donc merci aux Chinois d'avoir joué dans le fond, les porteurs d'alerte, comme ça, et donc de faire que ce sujet dans le débat public. Donc voilà, l'action. Alors, une fois qu'on a dit ça, l'action Terre de Liens, nous sommes membres donc la plupart des régions françaises des réseaux Impact. Puis en Ile-de-France, comme il y a moins de structures, c'est une région un peu plus compliquée sur les enjeux agricoles parce qu'on est déjà une région où 95% de l'agriculture est déjà de la grande culture et où les exploitations sont déjà très majoritairement des grandes exploitations avec, je dirais, le maraîchage et l'arboriculture qui, dans les 40 dernières années, ont pratiquement disparu. Pas complètement disparu, il en reste encore ici ou là. Mais donc, et où l'agriculture est massivement conventionnelle en Ile-de-France. Donc on est aussi dans le sujet où il faut repartir et redonner de l'espoir à des jeunes qui ont envie de s'installer. Mais on est ici à Paris et nous, Terre de Liens, comme dans les autres régions, on installe en majorité des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, des gens qui sont en reconversion, qui ne sont pas issus du milieu agricole. Et dans les gens qui viennent nous voir, on a pas mal d'habitants des zones urbaines, de Parisiens ou de la petite couronne, en gros de la métropole du Grand Paris, qui sont quelquefois simplement sur l'envie de changer de métier. Moi, comme j'étais informaticien, j'ai dit voilà, c'est l'informaticien de 35 ans qui en a marre de son métier. Qui ont envie de changer de métier, qui ne savent pas forcément ce qu'ils ont envie de faire comme type de production, qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont arriver à trouver du foncier agricole, qui ne savent pas comment ils peuvent arriver à se former, et qui, quand ils vont voir les gens qui sont censés dans le milieu agricole les former, c'est-à-dire en gros les gens de l'agriculture, sont encore reçus avec le discours revenez nous voir quand vous saurez ce que vous voulez faire et que vous voulez être. Donc notre démarche avec nos partenaires donc du réseau des AMAP et des groupements des agriculteurs bio et puis une couveuse d'activités agricoles qui s'appelle le Champ des possibles, c'est de travailler avec ceux qui ont envie de s'installer dans l'agriculture pour les aider à préciser leur vocation, pour les orienter vers des formations qui existent déjà et qui sont des formations traditionnelles, auxquelles on rajoute nous un certain nombre de formations, comme l'ensemble de réseau Impact, qui sont depuis comment je gère une exploitation, comment on doit de cultiver, quels sont les réseaux de commercialisation qui existent, quels sont les réseaux de commercialisation directe ou de transformation qui peuvent exister, et puis comment je fais pour trouver du foncier en Ile-de-France. Et c'est là où c'est dans le fond l'intervention plus spécifique de Terre de Liens en Ile-de-France, c'est de travailler sur la question de l'accès au foncier. Alors pour l'instant, les propriétés qu'on a achetées, c'est parce que soit des propriétaires nous ont contactés en disant je vais vendre, mais j'ai pas envie que ce soit un gros voisin qui rachète. Soit c'est des paysans qui nous ont contactés en disant mon propriétaire va vendre, mais moi je ne peux pas acheter, et puis comme je suis à 5 ans de la retraite, je ne sais pas pourquoi j'investirais une somme folle sur du foncier. Mais de plus en plus aussi, ce sont les collectivités locales de la zone périurbaine et rurale de l'Île-de-France qui viennent nous voir en disant mais moi j'ai envie de remettre de la production et des circuits courts sur mon territoire, est-ce que j'ai du foncier disponible? Si j'en ai, comment je fais pour trouver quelqu'un qui s'installe? Et puis, quelqu'un qui s'installe, ça veut dire qu'est-ce que c'est un contrat entre une collectivité, c'est quoi un bail rural, c'est quoi un bail rural environnemental, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Donc il y a aussi tout un travail de suivi des porteurs de projets et de suivi des collectivités locales. Et dans le fond, notre ambition, c'est d'arriver à mettre en lien des gens qui ont envie de s'installer en agriculture ou qui ont envie de transmettre. On a aussi aidé des transmissions. Et puis des pistes foncières et faire en sorte qu'on travaille suffisamment longtemps à l'avance quand on sait que
une exploitation, par exemple, va s'arrêter dans les 4-5 ans, moi j'habite dans le Bessin français, une exploitation va s'arrêter dans 4-5 ans et l'exploitant n'a pas d'enfants qui ont envie de reprendre, est-ce qu'on peut anticiper et puis 2-3 ans à l'avance, pas 4 ans à l'avance, travailler avec des porteurs de projets qui sont en cours de formation, qui vont arriver à la fin de leur formation à 3-4 ans, et qu'on met en contact avec d'autres pour dire effectivement essayons de faire des projets collectifs pour pas que quelqu'un qui s'installe se retrouve tout seul dans un milieu qui évolue un peu, les milieux agricoles, hein, mais il est quand même souvent encore un petit peu hostile sur tout ce qui est un peu innovant, même s'il évolue. Il y a aussi plein d'agriculteurs qui sont dans le conventionnel, qui depuis 3-4 ans savent bien qu'il va leur falloir évoluer. Dans le fond, les accidents climatiques qu'ils ont connus, y compris en Île-de-France, où les récoltes depuis il y a 2 ans, moins 50% de production, et l'année dernière pas terrible, et cette année, ça risque d'être pas très bon. Donc, y compris dans le milieu agricole conventionnel, il y a l'idée que de toute façon l'évolution est inéluctable. Non, il y a, je dirais, une représentation officielle de la profession agricole qui n'arrive pas à... Quand on discute avec eux dans une salle fermée, ils l'admettent, publiquement ils ne l'admettent pas encore. Ils sont encore sur l'idée que c'est qu'en grossissant, qu'en se mécanisant, en s'industrialisant encore plus, qu'on s'en sortira. Mais beaucoup d'autres, moi j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec 2 céréaliers qui ont 100 et 120 hectares. L'un des 2 travaille à mi-temps dans les services d'une collectivité locale parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Donc il se dit comment je fais, soit je me convertis au bio, si je me plante déjà, mon exploitation, j'en vis pas, si je me plante, c'est foutu. Soit je fais de la diversification, mais si je fais de la diversification et que je me plante, c'est-à-dire si je produis d'autres productions et que j'arrive pas à les commercialiser parce que ma coopérative ne les rachète pas, parce que localement le marché n'est pas organisé. Donc c'est là où le réseau impact. C'est là où effectivement, nous on est terre de lien, mais je pense que travailler en réseau avec l'ensemble des acteurs et de plus en plus avec les collectivités, et moi je suis en montée depuis 5-6 ans maintenant, mais encore plus fort depuis 2-3 ans. Il y a de plus en plus de collectivités qui nous sollicitent pour dire comment, parce qu'elles sont bousculées par leurs habitants, par les gestionnaires des restaurations collectives, mais aussi par les habitants qui disent mais nous on voudrait bien avoir de la production à proximité. Alors après, la proximité, quand on est en Île-de-France, 12 millions d'habitants sur 2% de la surface agricole française, la proximité n'est pas la même que dans d'autres régions françaises, mais il n'empêche que malgré tout, réintroduire de la proximité, c'est aussi réintroduire, même si le volume n'est pas la totalité de l'alimentation, ça veut dire c'est aussi réintroduire de la discussion sur l'alimentation. Or, on ne fera pas non plus évoluer le système agricole de manière efficace si on ne modifie pas aussi notre alimentation. Parce qu'on peut manger bio, mais si on mange trop de graisse, trop de sucre en bio, eh ben, on sera quand même malade. Merci Michel. Du coup, vous l'avez dit tous les deux, vous avez quand même de plus en plus un grand nombre de porteurs de projets qui sont non issus du milieu agricole. Dans les derniers chiffres, là, on peut dire que 50% des installations, voire plus de 50% des installations aujourd'hui sont faites par des publics non issus du milieu agricole, donc il y a un vrai enjeu sur ces publics-là. Perrine, au Bec et Loin, vous formez depuis de nombreuses années des futurs justement installés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ces formations, la diversité des acteurs aussi qui viennent vous voir à la ferme, et aussi voilà les enjeux que vous identifiez vous pour aller faire le lien avec les 2 précédents. À force de voir passer des porteurs de projets, c'est ça. Il y en a quelques-uns dans la salle qui pourraient témoigner. Bah oui, nous on s'est installé donc sur la ferme du Bec et Loin en 2006. On a pris vraiment notre statut d'agriculteur en 2006 et on a commencé très vite, dès 2010, à faire des formations. Tout simplement parce que quand on a mis le doigt sur la façon dont on voulait pratiquer en 2006 et surtout sur la permaculture en 2008, on s'est rendu compte en regardant autour de nous qu'il n'y avait ni référentiel technique, ni formation dédiée. Donc on s'est dit, on voudrait prodiguer nous et aider ceux qui veulent s'installer avec les formations dont on aurait rêvé en fait, ce qu'on aurait aimé avoir techniquement. Donc très vite on a commencé, mais petitement, plutôt grand public, à essayer de faire découvrir la permaculture. On faisait des week-ends de jardinage, des choses comme ça.
Et puis avec les années, on s'est rendu compte que l'enjeu était prégnant, il était important, et c'était celui d'installer des porteurs de projets. Donc on a resserré notre focus sur les futurs paysans, comment les aider à l'installation, comment leur faire découvrir la permaculture et ses principes, mais surtout comment les adapter à un système agricole productif sur petite surface, parce que nous c'est notre spécificité. Hein. Et à l'époque, quand on a commencé, personne ne parlait de micro-ferme, personne ne parlait de permaculture, sauf dans les milieux un peu autosuffisants. Et je crois que, par naïveté et par ignorance, d'ailleurs, au départ, on a réussi à faire ce pont entre agriculture et permaculture, qui a été assez mal vu au début, et puis qui commence à prendre son envol, et qui est peut-être même un petit peu à la mode aujourd'hui, avec tous les travers que ça peut avoir, mais c'est pas grave, parce que je pense qu'il est en train de se construire un mouvement citoyen de NIMA, comme certains d'entre vous sans doute. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que cet acronyme NIMA. Hein. Nous aussi on était des NIMA, c'est des personnes non issues du milieu agricole. Quand vous installez, vous allez à la chambre ou ailleurs, vous dites je suis NIMA. Et donc toutes ces personnes qui n'ont pas cette connaissance, qui n'ont souvent pas la transmission foncière, hein, donc qui vont pouvoir s'adresser à Terre de Liens et qui viennent nous voir, et qui n'ont pas la technicité non plus. Donc c'est difficile, nous on est passé par ce parcours-là, c'est un véritable parcours du combattant. Hein. C'est très très compliqué à tout niveau, vous l'avez évoqué, hein, tu l'as dit Paul, pour le parcours administratif et juridique, et tu n'as même pas parlé de la comptabilité, non, même pas, tout ce parcours de l'installation c'est complexe. La recherche du foncier, c'est la recherche de la pépite d'or là où on peut et pas là où forcément on veut. Et après, ce qu'il faut en tant que NIMA, c'est comprendre les écosystèmes, comprendre la nature, parce qu'on n'a pas tous forcément grandi dans une ferme, et on voit qu'il y a une différence entre ces publics qui n'ont pas été habitués à cette observation de la nature et à l'analyse des écosystèmes, et au public qui lui est professionnel. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de paysans installés, paysans depuis des générations, qui viennent nous voir et qui veulent essayer d'ajouter les principes de la permaculture à leur pratique. Et ça, c'est nouveau aussi. Il n'en demeure pas moins que sur nos formations, on a sans doute 90% minima et peut-être 10% d'agriculteurs, on va dire, du cru. Pour autant, je crois que le mouvement est là, il est exponentiel, véritablement. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir. Et les conseils qu'on peut donner, eh bien, c'est exactement l'inverse de ce qu'on a pu faire nous, parce que les bêtises, on les a toutes remises, je crois. On a des bagages. Donc c'est commencer par faire petit. C'est même pas par là que je devrais commencer, c'est commencer par se former, bien évidemment. Se former, ça veut dire suivre des formations du réseau Impact, faire des formations chez nous, faire des formations à Sainte-Marthe, mais c'est aussi et surtout mettre les mains dedans. C'est savoir si ce métier qui est si prenant, qui est si difficile, qui est physique mais pas si laborieux que ça. C'est simplement qu'on n'imagine pas la diversité de tâches qu'il y a à faire quand on est paysan. Parce que paysan, ça ne veut pas dire que tous les jours vous allez être dehors et regarder la petite graine qui pousse. Hein. C'est aussi se taper la logistique, la commercialisation, la compta, l'administratif, et Dieu sait que le monstre de paperasse qu'il peut y avoir pour un métier dans lequel on gagne très très peu d'argent est souvent décourageant. Donc c'est prendre en compte tous les aspects du métier, j'allais dire surtout les moins intéressants. Donc on essaye de former les gens à ça et on leur dit allez mettre les mains dans la terre, faites des stages, faites des découvertes, commencez par le roofing si vous n'avez aucune expérience de rien, voyez si ça vous convient. C'est un véritable engagement ce métier, c'est pas juste un truc en l'air, il faut que la famille parte, ça fait exploser des couples, ça fait exploser des familles, on en a vu beaucoup. Il y a pas mal de projets où les gens ont réussi par des concours de circonstances extraordinaires à avoir le foncier, ils se sont formés, ils en ont mangé des stages, enfin ils s'installent, et puis ça explose. Ça explose parce que tout le monde n'est pas préparé au fait que, ah oui, on part plus en vacances, mais pour du vrai, on part vraiment plus en vacances. Et ah oui, on fait 75 heures par semaine de travail l'été, c'est pas une blague. On récupère un peu plus l'hiver. Mais toute la famille qui était partie intellectuellement en se disant ouais, ça va être génial, quand elle est confrontée aux réalités, bah, c'est beaucoup moins génial. Donc il faut vraiment préparer cette transition, c'est au moins 2-3 ans. De toute façon, le temps de trouver le foncier, le temps de faire l'installation au plan administratif, c'est au moins 2 ans. Et comme il vous faut en plus vous former avant, comptez au moins 3 ans. Profitez, en France, on a quand même un système absolument génial avec Pôle emploi, avec toute la prise en charge à titre professionnel des formations. Nous, nos formations, même si elles ne sont pas diplômantes, même si c'est des formations de 5 jours, elles sont prises en charge par Pôle emploi. Au départ, il n'y en avait pas beaucoup, aujourd'hui c'est systématique.
Tout le monde est pris en charge par Pôle emploi, enfin tous les gens qui font la demande, par les différents OPCA. Donc même s'il n'y a pas de reconnaissance, encore une fois, du vocable permaculture aujourd'hui, de plus en plus les institutions vont vers ça. Ce qu'ils veulent entendre, c'est que la personne, à l'issue de ça, elle crée son projet. Donc allez-y, profitez, on a une chance extraordinaire en France, c'est qu'on a le temps d'opérer cette transition et quelque part, les moyens qu'on ne donne plus à l'agriculture bio, ils sont donnés sur la formation professionnelle, alors profitez-en. Donc ça c'est une chose, bien se former, bien préparer et bien être accompagné. Tu l'as dit tout à l'heure, Paul, il y a ce super site internet qui s'appelle jem'installepaysan.org. Si vous voulez déjà avoir une bonne idée du cadre administratif et juridique de l'installation, allez là-dessus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pages Facebook avec des gens qui voudraient devenir porteurs de projets, etc. Il y a plein de bonnes choses qui s'y disent. Il y a aussi beaucoup de bêtises qui s'y disent. Donc référez-vous à des choses un petit peu officielles. Les ADR, pour moi, sont votre meilleure porte d'entrée parce que les ADR, c'est une émanation de la Confédération paysanne et ils ont depuis des années la compréhension des petits projets à l'échelle familiale, très atypiques, avec beaucoup de diversité. Nous, quand on s'est installé donc en 2006, on a été accompagné par la Chambre parce que l'ADR de notre département n'existait plus, elle n'avait pas vu ses financements renouvelés. Et la Chambre, ils étaient persuadés qu'on allait mourir au bout de 2 ans, parce qu'on leur a dit, alors on veut faire du maraîchage, des plantes aromatiques et médicinales, du cidre, du jus de pomme, du pain. Qu'est-ce qu'on leur a dit encore, faire pédagogique. Ils nous ont regardé en disant, on ne peut pas vous interdire de vous installer, puisque par chance on avait les terres. Ils ont dit, ils sont complètement fous, dans 2 ans ils jettent l'éponge, quoi. Donc attention aussi à cette histoire de diversification, faites-vous bien accompagner. Les grappes sont des bons comptoirs aussi si vous voulez aller droit vers le bio. Pour nous, ça n'a pas été une interrogation. Directement, on a été certifié. Ça, c'est très philosophique. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent, mais moi, j'ai pas envie de payer pour montrer que je travaille proprement. C'est vraiment votre décision, mais l'accompagnement peut être intéressant. Du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Dans les personnes qui viennent au Bec-les-Loing ou à Sainte-Marthe, et on voit d'ailleurs ça fleurir dans les nombreux documentaires sur la permaculture qui sont sortis ces dernières années, le fait que ces porteurs de projets sont principalement attirés par le changement de vie, la quête de sens. Et effectivement pas forcément d'être tamponné bio, de pas forcément passer les formations type BPREA plus conventionnelles. Est-ce que du coup Philippe tu peux nous en dire un peu plus sur ça, présenter un petit peu les formations que vous proposez à la ferme de Sainte-Marthe et les profils de plus en plus diversifiés que vous avez qui sont justement dans cette recherche de quête de sens et comment, tout comme le font les acteurs autour de cette table, vous arrivez à l'issue de ces formations à pousser ces acteurs, j'allais dire encore ces jeunes, mais c'est vrai que Michel se rejoint, il n'y a pas forcément que des jeunes, vers l'installation. D'abord, merci d'être présents, si nombreux, pour nous écouter. Je voudrais faire un petit préambule. En venant dans le train ce matin, je faisais cette réflexion qu'il y a vraiment 2 visions et 2 modèles d'agriculture qui s'affrontent aujourd'hui sur la planète. Il y a le modèle dominant depuis un demi-siècle, un petit peu plus d'un demi-siècle, dont les résultats s'étalent autour de nous en termes de ravage des ressources, des paysans ruinés, etc. Et puis, il y a une autre qui se lève avec un parfum de renouveau, je vais faire un peu de poésie, plus qu'une technologie ou une raison froide, pragmatique, mais un nouvel art de vivre. En fait, c'est ça qu'on est en train. Quand tu parlais de questions de recherche de sens, c'est exactement ce que je ressens. Et on vient de le vivre une énième fois, n'est-ce pas? Je parle à Véronique qui vous présentera son très beau jeu Écolandie tout à l'heure, un jeu pédagogique pour apprendre à être maraîcher, et qui fait partie de l'équipe de formation à Sainte-Marthe. Une fois de plus, et cette fois ça devient plus intense, les personnes qui viennent, c'est très variable d'ailleurs, mais on a vraiment de tout. On a des gens fabuleux, on a une Benjamin qui a 19 ans qui se fait une année sabbatique avant de continuer ses études et qui sait ce qu'elle veut, c'est assez impressionnant. Et puis on a à côté
simplement le consul adjoint du Caire et de Beyrouth. Et puis on a des gens informaticiens, directeurs de grandes entreprises qui lâchent tout, qui partent. On a vraiment une population extraordinaire, mais ils ont au moins tous ce même avantage. C'est pour ça d'ailleurs que à chaque fois tout le monde s'en va en larmes de la ferme. Je suppose que c'est pareil avec Éloin, parce qu'ils ne peuvent plus se quitter. Ils ont découvert qu'ils pensaient tous la même chose, et là c'est l'endroit idéal. Donc évidemment, ils créent un sens nouveau, ils créent un monde nouveau qu'ils vivent déjà là, et puis qu'ils ont très envie de continuer après. Philippe, ça, je veux dire que chez nous, par rapport en larmes, ils font des bébés et ils se marient. Oui, ah ben c'est aussi, on a ça aussi, c'est vrai. Mais en fait, les larmes en question, c'est des larmes d'émotion parce qu'ils ont vécu un moment privilégié, ils en sont conscients, et que ça les déchire un petit peu de se quitter. Mais ils se revoient. Là maintenant, ils ont organisé des anciens de Sainte-Marthe, par exemple, comme ceux du Bec-et-Lois, j'imagine, des réunions annuelles où ils se revoient tous et où voilà, ils se montrent leurs bébés respectifs. Alors, comment je vois ça? Nous, c'est vrai, ça fait plus de 25 ans, ça fait 27 ans qu'on a cette ferme de formation. Enfin, on a bifurqué vers la formation, parce que j'avais exactement la même réflexion que Perrine. Se sentir tout seul à piétiner, isolé dans son coin, on a vraiment envie de partager, on a envie d'être plus nombreux. D'ailleurs, aujourd'hui, on va le devenir, on le devient, parce qu'on voit ce raz-de-marée. Vous avez vu cet extraordinaire mouvement. Je sors du salon de l'agriculture, celui qui va bientôt être remplacé par celui que nous faisons là, où là, toutes les grandes sociétés vont laisser les cartes de visite de tout le monde, je vais pas dire Google, mais Orange, Fleury-Michon, Danone, etc., sont tous partis à fond dans le lieu. C'est qu'on se demande ce que va être demain, au train où ça va, et si on va trouver suffisamment d'acteurs pour pouvoir répondre à cette demande. Mais en tout cas, ça veut dire que l'agriculture bio, l'agroécologie, l'agriculture paysanne, vivrière, elle a gagné son pari, et elle a gagné cette bataille de la reconnaissance. Et elle a gagné cette bataille culturelle. Donc, tout est possible. Nous avons une sélection au départ dans cette première session, dans cette première approche, où nous avons 3 sessions par an, une de printemps, celle qui vient d'arriver dont je vous parlais tout à l'heure, une d'été et une d'automne. Et en plus de ça, il y a des modules que tu connais bien, Clotilde, qui permettent à ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent vraiment approfondir les choses, de continuer et d'être financés pour le faire. On trouve des financements pour le faire. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre que tu ne connaîtrais pas, que vous ne connaîtriez pas? Je ne sais pas quoi, je crois qu'il vaut peut-être mieux laisser la parole à la salle, parce que voilà, je vous ai simplement dépeint l'ambiance actuelle. Voilà. On est dans un renversement, une mutation de la société, et je dirais heureusement. Et ce qui m'impressionne le plus, aussi moi qui dis qu'on s'approche d'un collapse, d'un effondrement général, parfois on me prend pour un illuminé ou un petit peu pour un faux, disant qu'est-ce que tu crois? La plupart des gens qui viennent, et dans cette dernière bordée de stagiaires, où il y a des gens qui occupent des postes importants dans l'administration et qui ont une vision de la chose, et qui eux disent carrément oui, on ne sait pas exactement quand ça va se produire, mais on sait que c'est imminent, et nous on se rapproche de la terre comme d'un refuge. Voilà, on veut préserver notre famille, nos savoir-faire, on veut apprendre à cultiver la terre, on veut apprendre à être autonome, à pouvoir subvenir à nos besoins. On n'a plus besoin des mercenaires, des moyens disproportionnés, etc. pour cultiver la terre et d'ailleurs en même temps la polluer. On veut participer à ça, on veut être autonome. Merci Philippe. Avant de vous laisser la parole, justement, voilà, aujourd'hui ce qu'on voulait vous montrer, c'était justement la diversité des acteurs paysans qui sont présents en France. Là, c'est juste un petit échantillon. Voilà, on a cité tout à l'heure le réseau CIBAM, le Miramab, mais il y a aussi la FNAB et les GRAP donc, en région. On a aussi Terre Humanisme, pour en citer voilà, quelques-uns.
Et vous dire que donc depuis quelques mois, on a souhaité rassembler tous ces acteurs autour de la table pour qu'on puisse échanger sur les stratégies à développer en commun justement pour favoriser l'installation et la transmission paysanne dans un contexte quand même, et vous n'en avez pas forcément parlé, de désengagement de l'État. Et il nous semblait important, acteurs paysans historiques, acteurs paysans issus non issus du milieu agricole, de se mettre tous autour de la table pour échanger sur nos stratégies communes et pourquoi pas développer aussi des outils de communication qui permettraient justement aux futurs paysans d'être le mieux informés possible sur ces enjeux. Voilà. Je vous laisse la parole. Je crois qu'on les a fait. Lève la main. Lève la main. C'est les questions. Lève la main, on a encore un quart d'heure. Qui est au fond là-bas. Très fort. Très très fort. Je vais parler fort. Oui. Moi j'essaye en fait d'être agriculteur urbain, c'est compliqué. Cependant, la question que j'avais à vous poser, c'est comment vous voyez l'agriculture de demain? C'est le débat avec l'urbain. C'est-à-dire est-ce que demain en fait on sera en agriculture urbaine ou avec des circuits un petit peu plus courts, et comment on peut travailler, enfin vous imaginez peut-être pas demain, après-demain, entre la province et Paris. Je vous propose de prendre plusieurs sets de questions et répondre. On a une salle. D'autres questions? On va répondre à la première pour lancer. Alors moi qui suis bien entrée les pieds dans la terre et dans la ruralité, je vous avoue qu'au départ je voyais l'agriculture urbaine comme uniquement un outil pédagogique. C'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, mais je vois la vitesse à laquelle ça éveille les consciences. Et très sincèrement, je suis assez surprise. Maintenant, dire que demain les villes vont approvisionner les villes, ça me semble compliqué. Clairement, en termes de volume, il y a une réalité qui ne tient pas là. Pour autant, on voit de plus en plus de personnes qui sont en désir. Alors, je vais parler des grosses structures qui l'ont abordé aujourd'hui. Bon, il y a pas mal de greenwashing dans l'histoire et puis de dollars derrière. Mais il y a aussi des gens qui ont envie de très bien travailler, qui relancent des réseaux de distribution, des filières littéralement, notamment en Ile-de-France et aux alentours, qui veulent remettre au goût du jour les circuits courts avec une logistique un petit peu cohérente. Et dans nos métiers, je veux dire, la logistique, ça peut paraître très bête, mais c'est la clé. Nous, on est à 1h30 de Paris, on est dans le département de France où il y a le moins de bio, donc très isolé à la campagne. La commercialisation, ça a été notre épine dans le pied depuis le début. Et de facto, il a fallu aller assez loin pour vendre nos produits. Et si on peut demain réinventer une logistique intelligente qui fasse qu'on ne soit plus obligé d'aller vendre nos produits sur Rouen, voilà, sur Paris, où déjà on arrive à ne plus le faire, mais voilà, ça aurait du sens. Donc l'agriculture urbaine, à mon avis, c'est un lieu de démonstration urbaine, de production bien sûr, mais pas à grande échelle, mais qui va s'intégrer clairement avec la production. Aujourd'hui, à mon sens, il y a encore, même si le disait Philippe, et c'est vrai, il y a une vraie évolution de l'agriculture, mais il y a encore un fossé trop grand entre les villes, la ruralité et surtout le monde agricole classique. Et moi j'appelle un espèce de pacte de réconciliation entre les citoyens et le monde agricole. C'est génial, on a eu plein de documentaires à la télé, plein d'articles pour dénoncer les pesticides, dénoncer les mauvaises pratiques, c'est génial, c'est bien. Mais le problème c'est qu'on a un monde paysan qui crève. Et on ne parle pas de vous, les Lima, qui allez sauver une partie du truc. Mais on a vraiment des gens en grande difficulté dans les campagnes. Et on sait qu'on compte plus sur l'État, c'est terminé. On compte sur les citoyens pour sauver ces gens-là. Et je pense que la rencontre, mine de rien, d'une agriculture urbaine qui n'a rien à voir avec l'agriculture rurale, peut paradoxalement sauver la mise. On a publié un avis qui de l'Île-de-France sur l'agriculture urbaine il y a 2 ans, mais ça va tellement vite que c'est déjà un peu dépassé. Mais je pense malgré tout qu'il y a quand même une vérité qu'il ne faut pas oublier, c'est que massivement l'alimentation viendra des espaces ruraux. Voilà, parce que
Même en Ile-de-France, il reste peut-être 500 000 hectares de terres agricoles, et donc même les projets très ambitieux d'agriculture urbaine de Paris, par rapport à 500 000 euros, 500 000 hectares. Cela étant, il y a des aspects très intéressants, il y a des aspects moi, qui m'inquiètent dans l'agriculture urbaine. Les aspects très intéressants, je dirais, c'est ce que je mettrais en premier, c'est tout ce qui est non professionnel, mais il y a aussi des aspects professionnels, car les jardins partagés, les jardins familiaux, cultiver un peu sur les toits, c'est tout ce qui peut remettre du lien entre des citoyens et puis quelque chose qui pousse, et puis une tomate qu'on cueille, ça permet de se questionner sur l'alimentation. Après, il peut y avoir des projets professionnels intéressants hein, sur quelques il y a des structures qui récupèrent le marc de café, enfin, c'est des champignons. C'est vrai que comme les champignonnières sont en souterrain, si elles peuvent être dans des souterrains à Paris plutôt qu'en Roumanie, ça peut être très intéressant. Moi, le truc qui m'inquiète un peu, d'abord, c'est quand on fait des comparaisons internationales. On compare souvent, on compare notamment avec quelques projets d'agriculture urbaine dans des villes nord-américaines qui ont la caractéristique d'être des villes hyper étendues, alors que la ville européenne est un peu dense, et qui ont comme caractéristique d'être des villes qui, d'un point de vue consommation énergétique et climatique, sont catastrophiques. Donc, je ne pourrais pas qu'on en vienne à dire pour faire l'agriculture urbaine, il suffit d'étendre les villes, comme ça il restera des espaces agricoles au milieu, et on fera de l'agriculture urbaine. Non, c'est la mauvaise solution. En France, on est sur des villes plutôt denses avec des espaces agricoles pas loin. Et puis, il y a un autre aspect, c'est moi les fermes verticales. Je suis encore très réticent. Alors je pose régulièrement la question à des projets où vous dites on va cultiver, puis comme on va vendre à proximité d'un point de vue climat, c'est bien parce qu'il n'y aura pas de transport. Sauf que pour construire, pour faire le béton, le verre et l'acier de l'immeuble dans lequel on va construire, on va investir du carbone, et je sais combien de centaines d'années de production de carbone il faudra pour revenir pour un investissement carbone, je n'en sais rien, mais il n'y a jamais la réponse à ça. Donc voilà, il y a des enjeux de liens à recréer, de projets. Après, ça dépend ce qu'on met derrière le mot urbain, parce que selon les définitions, périurbain, le urbain, si on prend au sens INSEE, la zone urbaine de Paris, c'est la moitié du bassin parisien. Donc, on peut dire que fait de l'agriculture urbaine à Gisors. Après, nous c'est un des sujets qui nous intéresse. Avec d'autres structures, on a produit un projet alternatif, c'est un peu ambitieux le terme, au projet Europacifique et l'organisation, une partie de l'urbanisation du triangle de Gonesse au nord de l'Île-de-France, un peu avant d'arriver à Roissy, en disant sur une zone périurbaine qui est en partie urbaine, comment on peut élaborer des projets qui permettent à la fois de continuer à faire de la production localement, d'en profiter pour valoriser des productions qui sont plus loin dans l'espace agricole mais qui sont en jonction avec cet espace urbain, c'est-à-dire comment recréer des circuits courts à partir de projets d'agriculture urbaine, comment on peut y faire aussi de la formation, notamment pour tous les jeunes urbains qui ont envie de se lancer dans l'agriculture. Donc je pense en plus du fait de produire, il y a tout un aspect à la fois culturel, sociétal et pédagogique qui peut être extrêmement intéressant dans des projets d'agriculture urbaine, je dirais urbaine ou périurbaine, peu importe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc ce foncier qui est à la lisière des îles, on va dire, par là. Oui. On s'aperçoit, ne serait-ce qu'en Île-de-France, en réalité, cette production, elle n'est pas pour l'Île-de-France, pour Paris. Là, on fait plus loin, et une forme de culture qu'on connaît, etc. Donc, on n'attend plus rien de l'État sur ce sujet. Est-ce que les collectivités locales permettraient de réorienter de façon et structurelle et culturelle cette production sur le local, donc appelant une forme de diversification naturellement? On prend la deuxième question là-bas. Moi, c'est pas une question, c'est une remarque. Là, j'ai besoin d'une intervention. On dit qu'il faut laisser l'État faire son travail de l'autre côté, et nous, on s'organise pour faire de l'agriculture alternative. Je pense que ça serait une erreur stratégique majeure, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'État, avec l'Europe et les aides publiques, qui oriente depuis un siècle notre agriculture et qui nous envoie dans le monde. Donc, en président, je participe avec les AMAP et
on a fait une petite démarche des fois pour pas aboutir parce qu'on n'était pas assez préparé. Mais l'objectif, c'est quand même de créer des collectifs locaux pour orienter la politique agricole autrement et d'interpeller nos élus, d'aller les voir ensemble, paysans et consommateurs, en leur disant voilà, bon, maintenant ça suffit, nous ce qu'on veut, c'est ce type d'agriculture. Aujourd'hui, on sait qu'elle est possible, elle peut nourrir la planète, on a plein de recherche, on a plein de groupes de consommateurs, on a des collectifs. Il faut qu'on aille ensemble interpeller nos élus parce que on ne peut pas se passer de l'argent public qui continue à arroser ceux qui nous bouffent, quoi. Donc il ne faut surtout pas dissocier les deux. L'État, c'est notre argent qui finance sur les collectivités aussi. De merde. Excusez-moi l'expression, mais je suis assez énervé parce que ça fait 40 ans, moi j'ai fait du lion depuis j'ai fait que ça dans ma vie. Et là, je l'ai fait il y a 40 ans, c'est pas façon. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a assez perdu de temps. On doit aller interpeller les élus et collectivement. Merci. Il y avait une troisième. Je peux prendre votre question. En fait, moi là, je travaille avec une classe de lycée, de première, en Seine-Saint-Denis. Et j'ai l'impression qu'un des enjeux prioritaires, il y a une bataille culturelle énorme. Et je pense que c'est le fond vraiment du problème. Dans la classe, il n'y a personne qui veut être agriculteur. L'écologie, l'agriculture, vraiment pas l'ordre du jour. Un petit peu environnemental, voilà, le mot environnemental. Et moi, ça me parle. On parle, là, il y a le triangle de Gonesse à côté de chez eux, donc Europa City, sur des très bonnes terres agricoles. Et je vois dans une classe de lycée de 30 élèves, il y a 80% des élèves qui sont pour ce centre commercial, pour les promesses de l'emploi, et qui ont du mal à faire les liens. Et moi j'ai l'impression que c'est là en fait que ça se joue, la bataille culturelle, et dans les lycées, de l'image en fait de l'agriculteur. Au-delà des milieux convaincus, c'est quelque chose qui ne gagne pas beaucoup, parce que la priorité de ces lycéens-là, c'est de gagner de l'argent. Voilà, de gagner de l'argent. Donc il y a la question de ça ne gagne pas beaucoup. Les agriculteurs, c'est que des vieux. Je vais vraiment braquer c'est ça l'image. Au-delà du renouveau qu'il y a et que je partage, parce que j'ai été moi-même porteur de projet agricole. Et puis c'est pas sexy l'agriculture. C'est pas sexy. En vrai, un centre commercial, c'est beaucoup plus sexy. Et on peut même mettre une petite ferme autour, au milieu, et donc du coup on aura vraiment le musée. Et donc du coup en fait moi là ce que je veux soulever c'est qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire pour pouvoir aller vraiment droit au but aussi, en termes de sensibilisation, de formation et de redonner en fait un nouvel imaginaire, un nouveau rêve en fait, et en fait montrer que c'est pas forcément un rêve à travers le lien avec tous ces porteurs de projets qui sont un peu même. Merci, je vous laisse la parole. En France, on a la spécificité de l'enseignement agricole, en fait, on a le ministère de l'Agriculture. Voilà, et donc du coup, c'est vrai qu'il y a un peu un fossé entre l'enseignement général et l'enseignement agricole. Bon, il y a eu une annonce cette semaine, je crois, pour des espèces de rapprochements, etc. Donc, ceux qui veulent, ils peuvent y croire. Non, il y a un lien fondamental, je pense que c'est le lien à l'alimentation. Et voilà, je pense que souvent, c'est vrai que ce que mangent les collégiens dans la cantine, c'est pas de l'alimentation, c'est du remplissage. Mais je pense qu'il faut. Voilà, bon, je pense pas que ce soit que le boulot des paysans, mais enfin, le paysan il est très loin de la cantine en fait, des collèges. Et je pense que c'est à cet âge-là, ou peut-être même avant, qu'il y a un travail d'éducation à faire, de reconquête du sens de l'alimentation et du geste, le geste de la production. Après, il découle naturellement en fait de ce lien à l'alimentation. Donc,
c'est un espèce de paradigme. Je veux dire que l'agriculture industrielle, la grande distribution, elle a plutôt tendance à éloigner le consommateur de l'agriculteur pour prendre le contrôle de tout l'espace qui est entre les deux. Et donc tous les mouvements qui tentent à mobiliser, à rapprocher les consommateurs et les paysans, ils se font à l'âge adulte. Et ce lien-là pour l'enfant, il est un peu blessé. C'est compliqué de faire. Moi, même pour déplacer une classe de primaire sur ma ferme, mais non, le bus il ne pourra pas y accéder, enfin, c'est la croix de l'avenir, mais non, c'est pas aux normes, ça va être trop dangereux, on s'en sort pas. C'est pas dangereux de consommer des pesticides. Alors, je réponds pour les jeunes et puis pour les collectivités après. Pour les jeunes, moi-même mes filles ne veulent pas devenir agricultrices, certainement pas reprendre la ferme. Ils vivent, mais pas forcément l'apprendre. Pour vous dire que je pense qu'il y a un besoin d'évolution. Quand ils sont jeunes, c'est compliqué. Moi, comme elles ont vécu dans ce contexte-là, sont plus attirées par autre chose. Parmi leurs amis, personne n'a envie de devenir agriculteur non plus, mais au quotidien, on reçoit des centaines de mails par jour, on n'arrive pas à les gérer. Et parmi ces centaines de mails, il y en a au moins la moitié qui viennent d'étudiants ou de lycéens qui font des travaux, qui doivent faire des mémoires, des présentations, des EPI, là comme ils disent maintenant, des choses comme ça. Et beaucoup s'y intéressent. Et je trouve que c'est extrêmement prometteur. J'ai plein de jeunes de Sciences Po, des ingénieurs qui veulent venir faire des stages à la ferme dans le cadre de leur fin d'études, alors que ça paraît pas être le Graal de venir à la ferme. Donc je pense qu'il y a un terreau quand même. Et peut-être que la proportion que nous sommes adultes à vouloir changer, il y a le même écho chez les jeunes. Et puis après, il y a exactement l'inverse. Il y a ceux qui veulent des centres commerciaux, etc. Mais à un moment, à force de semer de bonnes graines, etc., je pense que ça viendra. Pour les collectivités, c'est la même chose. On en reçoit énormément. On a beaucoup de sollicitations, mais le rythme est extrêmement lent. Pour vous donner une idée, on a eu Rungis, la commune de Rungis, qui est venue me rencontrer déjà il y a, je crois, 7 ans, et aujourd'hui seulement un projet commence. Donc l'échelle de temps est excessivement frustrante quand il s'agit de collectivités. Beaucoup ont envie de s'investir. Elles font face à des manques de financement aussi, et je ne pense pas clairement, mais c'est très subjectif, qu'elles doivent être clés dans le rôle à jouer sur la structuration du nouveau paysage agricole. Elles sont une aide, elles sont une béquille, elles sont une force politique, une volonté politique, mais je pense qu'elles n'ont pas les moyens et c'est pas leur vocation que de le faire. Et j'ai été conseillère régionale pendant un mandat, donc j'ai bien vu, il peut y avoir des politiques volontaristes. On en a mis une en place en Haute-Normandie qui n'a pas été détricotée par la majorité suivante. Alléluia, elle savoir pourquoi, ça veut dire qu'elle satisfaisait tout le monde. Donc par ces petits trucs-là, on peut faire, et effectivement par la redistribution des fonds européens qui sont majeurs, on peut faire des choses, mais elles vont avoir un rôle locomoteur, pas d'acteur. Et pour les fonds européens, ce que je disais tout à l'heure, quand on oublie les politiques du gouvernement, on prend ce qui est fait aujourd'hui. Moi, j'ai fait ma première déclaration PAC il y a 5 ans seulement, parce qu'on est tels ovnis dans le paysage, on n'avait droit à rien au niveau de la PAC. Comme je savais qu'on avait droit à rien, au début, j'avais jamais fait ma déclaration de PAC. Puis j'y suis allée par militantisme il y a 5 ans, en me disant, mais je vais leur montrer que ce genre de petite ferme, ça existe. Alors on est en dehors de toutes les cases. Ils s'arrachent les cheveux ou ils sourient quand ils nous voient arriver. Je ne peux même pas faire ma déclaration moi-même, tellement ça change chaque année et tellement ils ne savent pas dans quelle case nous mettre. Mais il faut quand même y aller. Donc effectivement, le lobbyisme, oui, mais on ne peut pas tous le faire. Quand on est paysan, on est sur les exploitations, donc charge peut-être à d'autres, à des collectifs et tout ça de le faire. Je ne dis pas qu'il faut l'oublier, mais il ne faut pas attendre et se dire ça va arriver et je m'accroche à ça. C'est pour ça que cette dynamique qui est en marche là, il faut la pousser et se dire qu'on va être plus fort par ce biais-là. Michel, je te laisse conclure en 1 minute, maximum. On a besoin de l'Europe, on a besoin de l'État, on a besoin de la région, on a besoin des collectivités. En 2019 est prévue une loi foncière, c'est un sujet sur lequel Terre-de-Liens va s'investir. Mais les collectivités locales aussi, je suis sûr moi que dans toutes les petites communes rurales d'Île-de-France, même périurbaines, il y a quelques hectares qui peuvent être reconvertis en agriculture et en maraîchage, et il y a quelques exemples. Et je pense que les élus locaux peuvent être aussi ceux qui peuvent avec nous travailler sur repérer du foncier. Parce qu'ils savent que M. Machin, qui est agriculteur, qui a 63 ans, va s'arrêter, alors que nous, on a du mal à le savoir. Donc je pense que les collectivités locales, sans dépenser d'argent, peuvent très bien être des acteurs de l'évolution de l'agriculture sur leur territoire. Juste pour conclure aussi à ma manière, je voulais simplement dire que cette schizophrénie à laquelle on assiste, entre une société qui veut continuer à ignorer la terre, ignorer les paysans, et la nécessité de se relier au sol comme un cordon ombilical, qu'on n'échappera pas à cet effondrement qui se prépare, et ça va l'accélérer. Et l'un des phénomènes les plus importants, ah oui c'est une info, je veux simplement dire que
la Chambre de commerce et d'artisanat d'Écosse a fait un travail remarquable pour regarder combien ce système détruit de valeur, de richesse et d'emploi sur un territoire lorsqu'il n'y a que les grandes surfaces, que des filières de restauration rapide, etc. Ils ont simplement vu, bien sûr, tous les emplois que ça détruit, beaucoup plus que ceux que ça crée, mais le pire, je vous le dis, faites attention, c'est que ça exporte toute la richesse de nos régions. Parce que lorsque ce sont les petits artisans du coin, les paysans, etc., ils réinvestissent jusqu'à 79% de leurs bénéfices, de leur chiffre d'affaires sur la région. Vous savez combien réinvestissent les grandes sociétés qui sont 3%. Voilà. Ça veut dire que toute la richesse s'envole. Alors on est désolé, on doit laisser la place. C'est la règle du jeu.